La chanson de l'alphabet sur Radio LCF. La Chine en français. LCF. La Chine en français. Et nous sommes toujours sur Radio LCF avec Philippe Siolier, directeur de l'Asiatech, et Arnaud Arslanguel, maître de conférence à l'INALCO. Alors l'INALCO, qu'est-ce que c'est, Alessandra? Vous avez la réponse. Et un début de oui, réponse. l'Institut national des langues et civilisations orientales remonte à 1669, création officielle par décret 1795. Et puisque je suis la seule femme sur ce plateau, un peu d'histoire de ce côté-là. Alors ce n'est que beaucoup plus tard, en 1888, donc sortent les premières étudiantes diplômées des Langues-O, parce qu'à l'époque ça s'appelait Langues-O. Et c'est à la fin des années 1860 que quelques femmes donc accèdent aux formations et aux diplômes universitaires. Et puis côté mixité de l'enseignement, il n'arrivera que dans les années 1960. Alors aujourd'hui, l'INALCO est fréquenté à 67% par des femmes, et oui. Et effectivement, il met l'accent donc sur cette compréhension du patrimoine vivant en dehors de toute référence occidentale. Une centaine de langues y sont enseignées donc, sur l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, Pacifique, l'Europe, Eurasie, Proche, Moyen-Orient, Maghreb. Et puis, on a environ plus de 9000 inscrits, presque 10 000. Enfin, en tout cas, pour 2016-2017, c'était 9272 et âge moyen 29 ans. Donc, c'est des études sur lesquelles on arrive effectivement un peu plus sur le tas. Et très important, aux côtés des enseignements donc, de toutes ces langues, une centaine, et ben, il y a tout ce qui va avec. Donc, la géographie, l'histoire, la vie politique, l'économie, et puis évidemment l'histoire de toutes ces sociétés. Alors Arnaud, vous confirmez cette présence féminine à l'INALCO? Tout à fait. C'est ça, vous le voyez dans les cours depuis ouais. très longtemps, ça a toujours été comme ceci. Donc, je pense mais pas ça que a ce soit évolué à un phénomène. moment donné, enfin, c'est depuis le début du siècle. Personnellement, donc j'étais pas là au début du siècle pour le dire, mais je crois que dans les cours de langue, en tout cas, ça fait longtemps que la situation est celle-ci. Ouais. D'accord. Ouais. Et aussi, au niveau de ce ressenti, apparemment, c'est quand même une institution assez exceptionnelle, unique dans le monde pour le nombre de langues enseignées, effectivement, hors Occident. Donc, vous confirmez tout ce plus que vous apportez au niveau de la connaissance de la culture autour de l'enseignement de la langue. Effectivement, ouais, tout ce qui est langue, donc qui m'intéresse pas personnellement pour l'enseignement, il y a une partie, peut-être la moitié de ce que physiquement, concrètement, les étudiants peuvent suivre dans une semaine de cours, par exemple. Et donc, tout le reste est ouvert sur la culture et tout ce qui va concerner l'ère géographique qui les intéresse. Vous enseignez la langue chinoise, donc le mandarin, mais vraiment la langue. Donc, vous n'allez pas commencer à aller sur des volets historiques. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Donc je me limite à ce que je connais et à la langue. Vous le connaissez certainement, mais oui, d'accord, ok. Donc, il y a des cours pour ça. Une spécialisation pour chacune des disciplines et des enseignants spécialisés qui parlent de ce qu'ils connaissent le mieux. D'accord. Et beaucoup de partenariats aussi, j'ai l'impression. Un partenariat en cours avec Sciences Po actuellement. C'est quelque chose qui donc s'ouvre vraiment à plein d'autres institutions. Comme vous l'avez expliqué à l'instant très justement, l'INALCO, de par sa vocation, est faite pour être ouverte sur le monde. Donc, tous les partenariats, qu'ils soient nationaux ou internationaux, sont toujours très développés et dans une proportion assez importante. Très bien. Et vous, Arnaud, comment est-ce que le chinois est rentré dans votre vie? Pour arriver à écrire le 3e volume, il y a dû avoir un parcours. J'ai toujours été très attiré par les langues étrangères. Depuis que j'ai pu commencer l'anglais au collège. À l'époque, c'était seulement au collège. Et il m'a semblé qu'un défi intéressant était d'apprendre une langue un peu plus éloignée que l'espagnol ou l'anglais. Et le chinois s'est avéré plus qu'un défi, je dirais. Voilà, ça semblait assez pertinent comme choix. Mais pour vos parents, c'était facile à accepter? Comment ça arrive? Facile à accepter, effectivement, oui. Mais à l'époque, la situation économique de la Chine n'était pas celle qu'elle est maintenant. Donc, il y avait beaucoup moins d'intérêt, on va dire, plus ou moins financier là-dedans. Mes camarades et moi-même ne pensions pas tellement à déboucher, en fait, effectivement concret à la fin. Mais l'intérêt pour cette langue et cette culture a suffi pour nous guider. Et puis les choses ont été assez agréables pendant ce parcours. Et alors, vous travaillez, vous êtes encore en contact avec ces auteurs du premier volume, du 2e volume? Bien sûr. Ce sont des collègues que je côtoie quotidiennement et qui m'ont expliqué un petit peu comment ils avaient pu faire précédemment et m'ont passé le flambeau pour qu'avec Philippe, on puisse avoir un 3e volume digne de ce nom. Et ce 3e volume, vous y travaillez depuis combien de temps?
C'est une bonne question. Ça C'est doit une bonne faire- question. Déjà, est-ce que l'idée du Ça prend troisième combien vient de temps directement Ça après fait le longtemps. deuxième? Ça Est-ce prend que quand on fait le deuxième, on se dit il va y avoir un troisième ou déjà Disons on que se moi, pose au deuxième et puis- J'ai commencé à en entendre parler vers 2013, je crois. Je crois que c'est Ouais, ça. c'est ouais, ça. je crois. L'idée de Ouais. poursuivre était Ouais. là. Hmm. Fallait-il encore trouver les personnes Elle est pour le venue faire. plutôt des professeurs que de l'Asiatech. Disons qu'il y avait effectivement 3 volumes prévus. Oui, dès le début. Voilà, et c'est vrai que même le deuxième volume a aussi mis du temps à être articulé, pensé, conçu. Voilà, et entre la parution du premier volume en 2003 et du deuxième volume en 2011, il y a effectivement Ah oui. déjà eu D'accord. 8 ans. On Voilà. a été donc plus rapide pour en Et finalement, voilà, on est deux plus ou trois, rapide. effectivement, Ouais. ouais. Et du coup, là, on arrive un peu quand même au niveau, disons, très élevé d'apprentissage de la langue chinoise. Tout à fait, ouais. Donc, normalement, après ce troisième niveau, il n'y aura pas un quatrième. Aussi, peut-être. Il y a toujours à Après ça, apprendre. ce sont des considérations éditoriales. Ce n'est Mm. pas forcément pertinent, évident de constituer un bloc que représente un livre Mhm. pour un niveau qui serait encore supérieur. Évidemment, D'accord. on peut aller très loin, mais c'est aussi du fait des structures de l'apprentissage, des niveaux, etc., des diplômes. Arnaud, vous parliez de la manière de s'adresser aux différents publics qui apprennent la langue chinoise. Vous avez dit on ne peut pas écrire un niveau 3 comme on écrivait le niveau 1 ou 2. Vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails, c'est-à-dire quelles sont les spécificités déjà de cette méthode et qu'est-ce qui a évolué, enfin, comment vous avez abordé le niveau 1 plutôt que le niveau 3. Alors, c'est une question assez complexe, hein, mais pour faire simple, il y a des choses qui ne changent pas, comme par exemple l'entrée par l'oral. Ce qui a changé un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les thèmes culturels qui se sont imposés comme étant importants pour qu'on puisse discuter de quelque chose d'intéressant en classe, même si les enseignants de langue que nous sommes ne sont pas tous spécialisés en histoire aussi, en sociologie aussi, etc. Mais qu'on puisse aborder dans un thème, dans un cours de langue, des sujets qui intéressent les étudiants et que les étudiants apprennent des choses aussi au niveau de la société chinoise, même dans un cours de langue. Ça, on peut dire que c'est la première des choses qui s'est imposée à nous par rapport à ce public-là, qui avait les possibilités de le faire et l'envie de le faire. Ensuite, il y a des choses un peu plus complexes, on va dire, qui tiennent à la pédagogie, à savoir comment parle-t-on de grammaire, alors qu'en fait, nos apprenants savent déjà la majorité des choses les plus importantes. Donc, comment les motiver, ne pas les perdre avec des détails, comment continuer à les faire progresser, comment traiter le lexique de cette même manière aussi, avec une masse qui devient de plus en plus importante, comment les concentrer sur les choses les plus significatives et qu'ils puissent s'exprimer comme ils le souhaitent avec les outils qu'on peut leur fournir. Bon, une entrée par l'oral, on retient, hein, c'est quand même toujours votre approche. Exactement, en tout cas. tout à fait. Et alors, vos élèves ont servi de cobaye à l'INALCO? Bien sûr. C'est le principe. C'est le principe. Et ça a toujours été le cas, je pense, pour les années précédentes. On a toujours construit les supports et commencé à les utiliser en classe pour avoir des réactions et pour savoir comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien ou pas. Et à partir de là, on reprend, on corrige, on améliore. Et voilà, c'est comme ça que ça se construit. C'est un peu le best-of pédagogique de l'INALCO. Exactement. Le meilleur. Et vous, Philippe Thiollier, il n'y a pas seulement le chinois à l'Asiatech, pour y revenir, il y a beaucoup d'autres langues. Ça, c'est une volonté depuis le début? Alors, il n'y a pas les 100 langues de l'INALCO, mais Pas quand encore. même, avec les années, et c'est ce partenariat qui maintenant, quand même, disons, s'est développé par les rencontres, par les affinités, depuis plus de 30 ans, entre l'Asiatech et des enseignants de l'INALCO. Il y a eu, on a aujourd'hui à peu près une trentaine de langues qui sont proposées dans des ouvrages, dictionnaires, méthodes, livres bilingues. Voilà. Et donc, il y a donc beaucoup d'autres langues, le chinois, le japonais, l'hébreu, l'arabe, le tibétain, le turc, le vietnamien, le khmer, et des langues qui ne sont pas d'ailleurs que des langues d'Asie, car on peut peut-être en parler au sujet de l'INALCO, mais ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Il n'y a pas que... l'Orient, c'est l'autre, c'est le monde. Bien sûr. Donc, il y a évidemment aussi des langues d'Afrique, le Wolof, le Peul, le Tachelhit, et des langues d'Europe, le hongrois, le bulgare, le slovaque, le slovène, l'estonien, une langue amérindienne, le quechua. D'accord. Tout cela est proposé à l'Asiatech. Et vous parlez toutes celles. C'est une question qu'on me pose. Évidemment, Non, parce que quand même, il faut. Je dois dire que c'est en fait une frustration de tous les jours.
d'être à l'Asiatech. Mais déjà, dans Et la manière dont vous le prononcez, on dirait que Oui, vous mais y connaissez un peu. Disons non que voilà, je côtoie toutes ces langues, ce qui est un grand plaisir, à vrai dire. Et comment viennent les idées de créer un manuel de langue? Est-ce qu'on vient vous voir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est beaucoup toujours une question d'affinité. Je l'ai aussi évoqué tout à l'heure en parlant de mes parents, Alain et Christiane Thiollier, qui ont fondé l'Asiatech et qui, bon, voilà, eux avaient une histoire, un parcours, et mon père, un ancien élève de l'INALCO, et évidemment aussi tout un réseau d'amis, de connaissances, etc. Et donc, en créant la maison d'édition l'Asiatech, ils avaient, voilà... tout un environnement qui a fait que les choses ont pris aussi comme ça et les choses se poursuivent comme ça. C'est-à-dire que véritablement, on est dans une... Je pense qu'on a pu montrer que l'on était capable de bien faire des livres et qu'il pouvait y avoir une confiance dans la possibilité de réaliser quelque chose, parce que ce n'est jamais complètement évident de pouvoir, de l'idée de départ, de faire un manuel, de pouvoir aboutir à un objet compact, de voilà, 300 pages, 500 pages, avec les enregistrements qui se tiennent et qui voilà, soient constitués. Donc voilà, on accompagne et je pense qu'on a, avec les années, acquis une compétence. Donc des enseignants voilà, viennent souvent, en fait, c'est un peu comme ça que cela se passe, avec des idées, des projets. Parfois une pile de choses un peu disparates dont il faut un petit peu, voilà, avec eux, essayer de reconstituer un peu qu'est-ce qui pourrait être une ligne directrice. Voilà. Donc, mais très souvent aussi des travaux bien accomplis et évidemment, comme Arnaud l'a indiqué, mise à l'épreuve de l'enseignement. Dans tous les cas, évidemment, mise à l'épreuve de l'enseignement. Il y a une phrase qu'il faut citer qui est que dans les statuts de l'INALCO initiaux au moment de la Révolution, il était indiqué que les enseignants devaient faire leurs outils d'apprentissage, devaient publier leurs outils d'apprentissage. C'est pas quelque chose qui a toujours été fait. Il y a une longue histoire de la question des manuels et des méthodes de langue et des dictionnaires. Ce serait une longue histoire à retracer aussi. Et voilà, on aboutit, je crois, aujourd'hui à une méthode qui finalement est aussi un peu la somme de tous ces parcours et de toutes ces tentatives de constituer les outils d'apprentissage. Et c'est vraiment une belle mission. Bon, voilà, nous sommes là, l'Asiatech, prêts à recevoir encore de nouveaux projets et vraiment prêts à les accompagner. Bien, chers auditeurs, si vous avez des projets de méthodes de langue un peu construits, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les envoyer à Philippe Thiollier, à l'Asiatech. Moi, je vous propose d'écouter Yaz de Haza avant d'écouter la voix d'un autre grand qui a écrit une méthode d'enseignement du chinois. Vous allez certainement le reconnaître. Mais avant, c'est Yaza sur Radio LCF.